La dégénérescence maculaire liée à l'âge, aussi appelée DMLA, vous ne savez pas forcément ce que c'est, eh bien on voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Éric Souillette, vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital de Créteil et à l'hôpital Henri Mondor. Vous êtes aussi un des 2 Français membres de l'American Ophthalmo Society. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la plus ancienne société d'ophtalmologie des États-Unis, historique, et qui compte des membres qui ont contribué à l'évolution de la discipline ophtalmologie. Et alors avec nous aussi, Eliane Georges, vous êtes ancienne grand reporter. Et alors comme tout grand reporter, eh ben, vous continuez à reporter, et puis vous allez nous raconter aujourd'hui l'histoire d'Eliane Georges et de la DMLA. Alors, comment ça a commencé tout ça? Comment vous l'avez découverte, votre DMLA? Alors, un peu par hasard, un peu par accident. En fait, un an plus tôt, j'avais 66 ans à l'époque à peu près. Et un an plus tôt, j'étais allée voir mon ophtalmo pour une visite de contrôle qui m'avait dit « c'est génial, vous avez une vue géniale pour votre âge, à peine de presbytie, etc. » Et un an plus tard, je fais un stage de yoga intensif accompagné d'un jeune de Raisin. Mais ça, c'est un jeune qui s'étale sur 3 semaines parce qu'il est dégressif et progressif, etc. Et quand je reviens de ce stage, tout d'un coup, je vois tout trouble. Pendant 2 jours, je ne pouvais même plus conduire. Donc j'appelle la professeure de yoga qui panique un peu, qui me dit tu arrêtes le jeûne tout de suite, tu reprends tout de suite de la vitamine E, de la vitamine A, etc. Donc des carottes, des ceci, des cela. Et effectivement, les troubles s'atténuent, je retrouve une vue normale, mais j'étais un peu en alerte, et donc je suis retournée voir mon ophtalmo. Et là, elle m'a dit ah non, il y a une DMLA. Alors, ça n'a pas de rapport quand même. Ça a été un facteur déclenchant, un catalyseur. On ne sait pas, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. En fait, le terme de jeûne n'est peut-être pas le mot le plus approprié parce que ça induit une carence. Un jeûne sur une journée où le lendemain on mange, bon, il n'y a pas de carence. Et certains préconisent même, il y a même des préconisations des vertus du jeûne, sur des journées, des vertus du jeûne, sur l'immunité, Alors, sur la DMLA, ça a été aussi envisagé. Mais peut-être que là, le terme de jeûne n'est pas approprié, c'est peut-être que la notion de carence a joué, ou de déséquilibre à un moment donné. Bon, après le raisin, je ne peux pas vous dire, le jus de raisin, le vin, je ne sais pas jusqu'où on a été. C'est sucré. Je peux vous dire que quand vous ne mangez et buvez que ça pendant 8 jours, à un moment donné, vous ne pouvez plus en entendre parler pendant un moment. Mais en tout cas, ce n'est pas le jeûne qui a provoqué une DMLA. Ça a peut-être été révélateur. Elle était latente. On sait que 80% de l'imputabilité est génétique, une prédisposition génétique. Alors après que ça précipite, je ne sais pas, mais une prédisposition génétique, c'est certain. Alors, votre DMLA, aux 2 yeux? Non, non, elle est diagnostiquée à l'œil droit. Donc quand je rentre le soir, et c'est ça qu'il faut savoir dans la DMLA, c'est une maladie qu'il faut apprivoiser au fur et à mesure. Hein. Mais les premières fois sont très choquantes. La première fois que vous regardez comme ça en vue monoculaire avec l'œil atteint, la première fois que vous faites l'injection, il y a des premières fois qui sont vraiment très impressionnantes et puis après on apprivoise, on s'habitue, etc. Et donc le soir, je fais des essais sur la télévision, le soir de cette rencontre avec mon ophtalmo. Sur le JT, alors là, le beau Laurent Delahousse, il s'en est pris... il faisait moins le malin quand même. Voilà, donc il y avait un œil là, il y avait une tache là, il y avait une joue qui gondolait, et je me suis dit, il est en train de tourner un film de zombies, quoi. Et ça, donc j'ai regardé pendant un moment, je me suis dit, je ne ferai jamais d'essai sur mon entourage, parce que ça, c'est impressionnant. Vous vous dites, si jamais mes 2 yeux sont atteints, comme ça, là, le monde qui m'entoure ne va plus être bienveillant, quoi. Je ne vais plus voir les visages que j'aime dans leur beauté, dans leur bienveillance surtout, c'est ça. Parce que tout devient grimaçant. Donc, oui, allez-y. Oui, et donc là, vous prenez peur. Puis après, bon, le lendemain, vous réfléchissez, vous vous dites, après tout, c'est un peu un coup de tonnerre dans le ciel bleu, mais il y a pire. Je venais de perdre des amis, 2 amis, une amie d'un cancer du foie foudroyant en 3 mois, un ami de cancer de 3 ou 4 tumeurs au cerveau qui sont déclarées tout d'un coup, il est parti aussi au bout de 3 mois. Donc après, vous relativisez et vous vous dites, bon, on sait que c'est une maladie lente et longue, donc il va falloir l'apprivoiser au fur et à mesure et vous vous adapter.
Aujourd'hui, alors, votre vue, elle se dégrade progressivement? Alors, le deuxième œil est atteint de la forme humide, de la forme exudative. D'un côté, vous avez une déméla sèche et de l'autre humide. Humide. C'est fréquent, ça? Oui, oui, c'est fréquent. Oui, on pourrait y revenir pour expliquer pourquoi, mais oui. Oui. Ouais. Et quelquefois même, j'ai appris en discutant avec une de vos patientes l'autre jour que, en fait, quand je suis partie, je lui dis, j'ai de la chance, j'ai pas d'injection. Elle me dit, ah, moi j'en ai 2. Et elle m'avait raconté qu'elle était comme moi, forme sèche et forme humide. Et elle me regarde, elle me dit, moi j'ai 2 injections. Ça veut dire qu'elle avait contracté aussi la forme humide sur la forme sèche. On peut avoir sur le même œil une composante sèche et humide. On y reviendra peut-être tout à l'heure lorsqu'on parlera des définitions. Oui. Et donc, mais ça, la forme humide, c'est déclaré, je l'ai depuis 2-3 ans, je pense, là, la forme humide. Donc ça, et en fait, je suis dans le cours de cette maladie depuis 8 ans. Quel traitement vous suivez aujourd'hui? Alors, sur la forme sèche, je suis censée prendre des compléments alimentaires. Censé, pourquoi vous ne les prenez pas? Ne me dites pas que vous ne suivez pas votre traitement. Pas devant moi. Non, alors, parce que comme ce sont des petites pilules qui sont très très condensées en huile de poisson, ça me donne un peu la nausée et du coup ça a créé une espèce de réticence psychologique chez moi. Mais par contre, alors je les prends de temps en temps mais pas toujours, et par contre je suis très 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 vigilante à mon alimentation. C'est-à-dire il y a du poisson gras pratiquement tous les jours, sous toutes les formes, sardines, anchois, harengs, maquereau fumé, saumon, enfin on a le choix, c'est ça. Ça permet quand même de faire une alimentation variée. Et de la lutéine et xéraxanthine dans des légumes verts tous les jours. Comme je fais un potager moi-même, Ça, c'était pour la forme sèche, pour la forme humide, votre traitement? Alors, c'est des injections. Ça fait mal, ça? Alors, c'est très impressionnant, là aussi, ça fait partie des premières fois. C'est très impressionnant de voir arriver l'aiguille dans l'œil. Il y a une seconde où ça fait un peu mal, mais franchement, c'est supportable. C'est la suite qui est plus difficile, parce qu'en fait, on sort, surtout quand on a les 2 yeux atteints comme moi en forme sèche, avec la bétadine, l'anesthésiant, etc., qu'il y a dans l'œil, on sort, on voit vraiment pas grand-chose. Et ça dure 3-4 heures. Donc, c'est là que la douleur revient, on a l'impression d'avoir une écharpe dans l'œil, en fait. Et ça marche? Ah, très bien. Alors, le lendemain, vous vous réveillez avec une vue toute fraîche, et... Ah oui. Ah oui, là, la première fois, ça m'a étonnée. J'étais sonnée, donc j'ai dormi 14 heures de rang. Je crois que j'étais sonnée psychologiquement. Et le lendemain, j'étais très étonnée, parce que je me réveillais au contraire avec un œil, une impression de fraîcheur dans l'œil. Avant de passer la parole au professeur Souillade, vous êtes atteinte de DMLA depuis 8 ans, c'est ça? 8 ans, oui. Comment vous voyez aujourd'hui? Alors, il ne faut pas que je fasse d'essai avec un œil comme ça, mais l'œil qui est en forme humide compense pour le moment. Donc, je conduis. Je vois. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, l'été est un peu plus dangereux dans la conduite parce que quand il y a beaucoup de soleil, on est ébloui. Il y a un effet de réfraction qui produit des angles morts. J'ai failli avoir un accident comme ça une fois. On ne voit plus. La vision latérale est oblitérée. C'est raisonnable, ça, de conduire? Parce que je viens de dire non. C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Il y a des. C'est pas seulement une question. Elle prend pas son traitement et elle conduit. Non, c'est pas une question de raison. C'est surtout, il y a des règles sur la conduite. Il y a une législation. Il faut adhérer à cette législation. Est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est pas de l'empathie et c'est pas à la tête du patient. En tout cas, je connais votre dossier. Vous avez le droit de conduire. Oui. Voilà. Oui. Il faut être prudent, bien sûr, Voilà. et vous savez vous-même quelles sont vos limites. Voilà. Alors, je fais attention à ne pas conduire quand il y a beaucoup de soleil, parce qu'effectivement, là, on est beaucoup plus ébloui par la lumière solaire. Dégénérescence maculaire liée à l'âge. On entend maculaire liée à l'âge. On revient sur ces termes. Maculaire. Alors, la macula, c'est une petite partie de la rétine. La rétine, c'est la couche de cellules au fond de l'œil qui reçoit la lumière et qui, à la vitesse de la lumière, transforme le photon en un circuit électrique qui va au cerveau. Ça, c'est la rétine. La macula, c'est le centre de la rétine. La partie tout à fait centrale, c'est à peine 2 mm², mais très importante parce que comme elle est au centre, elle sert pour tout ce que l'on fixe, tout ce que l'on veut voir en face de soi. Donc lire, écrire, reconnaître les visages, voir un prix sur une étiquette, tout ce que l'on fixe, on se sert en permanence, sans le savoir, de notre macula.
On a une macula sur chaque œil. Donc dégénérescence, ça veut dire que ça va moins bien. Bon, ça dégénère. Maculaire, c'est la macula qui est impactée. Liée à l'âge, parce qu'il y a plus de 600 maladies différentes qui concernent la macula. Et là, on parle que des maladies, on dit bien des et pas de la, des maladies liées à l'âge. Quels symptômes? Alors, vous l'avez très bien décrit, hein, les premiers symptômes, c'est une tache au centre de la vision, des déformations, ce que dans notre jargon on appelle les métamorphopsies, les déformations visuelles. Et puis cette fameuse tache sombre qui peut s'installer et qui peut grandir. Alors on peut s'auto-tester. Il y a une grille hein, qui s'appelle la grille de Amsler, hein, c'est ça hein? Tout à fait. Alors on va la voir, cette grille, et vous allez nous dire si on a une DMLA. Tiens, j'espère que je ne vais pas découvrir, j'en ai une. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, le test, c'est tout à fait ça. Voilà. Moi j'ai mauvaise vue, donc je ne la vois pas la grille sur l'écran, donc je suis tranquille. Alors, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, lorsqu'on est à risque, hein, s'il y a déjà un œil atteint par exemple, on fait un test, un œil puis l'autre. Il se peut que ce soit un peu flou, des fois des simples sécrétions. Donc ça. On refait le test 15 minutes plus tard. Et s'il y a un souci, on va voir son ophtalmo dans la semaine. Dans la semaine, pas forcément cette grille, ça peut être les carreaux de la salle de bain, ça peut être l'immeuble en face avec les carreaux, ça peut être une feuille à papier. Alors c'est les carreaux qui se déforment, c'est ça? Voilà. Ça ondule. Ça ondule, c'est déformé, exactement. Et la fameuse tache noire au milieu aussi ou pas? On peut voir la tache noire, on peut voir une tache sombre au centre de la page, oui. Oui, ça doit être difficile. Les facteurs aggravants. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Il y a un autre symptôme aussi qui est, oui. Parce que moi je l'ai un peu utilisé ce symptôme au début, c'est à la lecture. Vous pouvez voir, bon déjà les lignes peuvent onduler et vous avez ce phénomène d'une feuille qui pourrait avoir été tachée par de la pluie. Donc les lettres bavent. Et ça, effectivement, à un moment donné où j'avais pris un peu de retard dans une injection à cause de la Covid, je voyais comme ça. Je n'arrivais plus à lire. J'ai tout bavé. On a parlé des symptômes, des facteurs aggravants, il y en a? Alors, des facteurs de prédisposition, on en a plusieurs. Le principal, c'est le facteur génétique, donc facteur non modifiable. Dans les facteurs modifiables, on a essentiellement deux facteurs. Le tabac, on sait que ça augmente par 6 le risque de DMLA. 6 oui. Jusqu'à 6. Et puis, l'alimentation. Il y a des comportements alimentaires qui réduisent le risque de DMLA, ou en tout cas qui vont retarder jusqu'à 11 ans hein, de retard d'apparition de la DMLA. Autrement dit, on est dans une tranche d'âge où chaque année compte, et retarder de 10-11 ans l'apparition d'une DMLA, c'est pas peu. Simplement avec des comportements alimentaires qui sont, Madame l'a très bien dit, l'acide docosahexaénoïque, non savant pour dire les huiles de poisson, le poisson, les légumes verts qui contiennent lutéine zéaxanthine, choux, brocolis, épinards, et puis des antioxydants à haute dose qu'on va retrouver dans la vitamine C et dans la vitamine E. Alors, la DMLA, un œil, deux yeux, les deux yeux, la même DMLA, comment ça se passe? On en parlait tout à l'heure. Vous nous avez dit, on verra ça plus tard. Alors, c'est plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant, le plus tard. Allons-y. Alors, il y a plusieurs formes de DMLA. Tout d'abord, on va éliminer ce qui sont les précurseurs de la DMLA. L'antichambre de la DMLA, dans laquelle on peut rester à vie d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des drusènes, des petits dépôts de lipides ou des migrations du pigment, on va dire que c'est simplement le temps qui passe. Ça s'appelle une maculopathie liée à l'âge. Alors ça, c'est une forme à part, il faut vraiment la mettre de côté, ce n'est pas la DMLA avérée. Et dans la DMLA avérée, il y a deux grandes formes. La forme que l'on appelle humide, qui est un terme très impropre, qu'on appellerait plutôt néovasculaire parce qu'il y a des nouveaux vaisseaux qui prolifèrent dans la rétine. Et la forme atrophique, que l'on appelle la forme sèche, où il y a sur certaines couches de la rétine une atrophie des tissus. Donc on se retrouve avec ce paradoxe. D'un côté, on peut avoir une atrophie, donc une diminution d'épaisseur des tissus, et de l'autre côté, on va avoir des néovaisseaux qui prolifèrent, ce qui va donner un œdème, des hémorragies, avec une rétine qui augmente de volume. Alors c'est pas si simple parce que ça concerne la rétine un peu comme un millefeuille, des couches différentes de la rétine. Et on peut avoir sur le même œil une partie atrophique et une partie exudative, une partie sèche et une partie humide sur le même œil. On peut avoir des formes mixtes d'un œil à l'autre. Dans une famille, on peut avoir des formes humides et atrophiques. On peut avoir sur un œil et sur l'autre. Et sur le même œil, ça peut commencer en exudatif et continuer en atrophique ou l'inverse. Les formes atrophiques peuvent évoluer vers il n'y a pas une DMLA, il n'y en a pas deux, il y en a... C'est exactement, j'aime bien dire à mes patients qu'il y a plus d'1 million de DMLA différentes. Chaque patient a sa DMLA. Et pourquoi pratiquement toujours les deux yeux sont atteints et par des formes différentes? Parce qu'on a le même patrimoine génétique dans les deux yeux. Ah d'accord. Voilà. Et l'imputabilité étant génétique, à la fois, et ce sont les mêmes gènes qui impliquent la forme atrophique et la forme exudative, puisqu'on a le même patrimoine, c'est compréhensible
qu'on puisse avoir les deux yeux atteints. C'est souvent de façon asymétrique, mais il y a 50% des individus qui ont les deux yeux atteints. Voilà. Eliane a pris le contrôle de cette émission en bonne journaliste qu'elle est. une question qu'on se pose souvent, est-ce que je vais devenir aveugle? Alors, aveugle au sens où on est dans le noir, non. On n'est jamais dans le noir total, mis à part quelques formes particulières de DMLA, on n'est pas dans le noir. On garde une vision de déambulation pour se déplacer, pour avoir une autonomie, aller à la salle de bain, aller dans la rue, marcher, mais c'est la vision centrale qui peut être sévèrement impactée. Alors, pour améliorer sa vision, j'ai rencontré Yves Jacot. Yves Jacot, il va nous présenter tout un tas de petits ustensiles, de petits matériels pour favoriser le confort de la vue au quotidien. On voit tout de suite Yves Jacot. Quelles sont les différentes familles de produits pour améliorer son confort visuel quand on souffre de DMLA? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Yves Jacot. Yves Jacot, vous êtes le fondateur de Confort Visuel. On va voir plusieurs familles de produits pour améliorer sa vie au quotidien. D'abord, quand on est à l'extérieur, on se protège du soleil, de la luminosité. On a ces fameuses lunettes filtre chromatiques que vous avez. Voilà, hop, je les mets. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, ce sont des verres qui renforcent les contrastes pour ces patients. Et puis, ça protège de la lumière parasite sur le dessus et sur les côtés. Et sur les côtés. Voilà. Et vous avez le modèle homme et vous avez un magnifique modèle femme que voici, qu'on peut utiliser aussi à l'intérieur pour regarder les écrans. On rentre, on veut faire un petit peu de lecture. Alors, on a ces lampes qui sont des lampes de bureau. Des lumière du jour, en fait. Voilà, lumière du jour, mais on peut rajouter, pareil, un petit filtre chromatique, ça se pose dessus comme ça pour améliorer les contrastes. Vous avez un modèle qui est plus design. Voilà, c'est le nouveau modèle, mais c'est exactement le même principe au niveau du filtre. Et on a le même effet qu'avec les lunettes. On va faire un petit peu de lecture. Alors là, on a toute une famille de loupes. La lecture, c'est pour lire son magazine, mais aussi pour lire les objets du quotidien. Par exemple, là, j'ai du gel hydroalcoolique dans la main. Vous avez une boîte d'aspirine. On veut lire la posologie. Même quand on a une bonne vue, parfois c'est compliqué. Avec les loupes, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. On met la loupe comme ça. Alors les loupes, comme celle-là, c'est une loupe à main avec un petit éclairage, si on veut allumer. Ça améliore les choses. On peut avoir des loupes électroniques, c'est ça. Avec un écran, on pose la loupe sur le magazine et on voit son journal, on arrive à bien lire. C'est pratique pour la vie quotidienne, ce petit. Avec des écrans qui sont encore plus grands, celui-là il est vraiment très très grand. Et là pareil, on pose ça sur le journal, on voit une demi-page de magazine. En général, avec un peu de grossissement, on va voir une colonne de journal ou une colonne de magazine dans la largeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler le contraste et le grossissement. Exactement, comme ça on va pouvoir s'adapter à chaque patient. Si les loupes, ça ne suffit pas, alors il y a un outil, moi je trouve ça magique, un outil qui me fait la lecture. Exactement, une machine à lire, c'est un stylo machine à lire. Alors voilà, le titre c'est « Une baleine m'a avalé avant de me recracher sain et sauf ». On va voir ce que dit la machine. Tenez, je vous laisse le magazine. Réalisé sans trucage en direct. Voilà comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, voilà. Je pointe le laser sur le texte, je lâche le bouton. Une baleine m'a avalé avant de me recracher sain et sauf. Spectaculaire. La vidéo a été vue plus d'1 million de fois. Et la lecture commence. Voilà, la lecture a commencé. Alors c'est vraiment génial parce qu'on peut scanner en une seconde une page d'un bouquin de poche, par exemple, et la lecture va commencer. Exactement. Le ton, c'est pas génial, mais enfin, bon, quand on voit pas grand-chose, on peut continuer à lire, à écouter des histoires avec ce petit stylo magique. Exactement. On améliore bien le son en utilisant la sortie son là, et branchant sur un casque. C'est bien meilleur. Encore mieux. On peut lire sans déranger les autres. Oui, exactement. Voilà, écoutez, tout un tas d'outils à votre disposition pour continuer à lire, continuer à vivre normalement, même si on est atteint de DMLA. Et c'est particulièrement important pour continuer à voir, car on sait que la DMLA ne rend pas aveugle. On peut toujours continuer à voir, à lire, grâce à ces aides à la vision. Merci beaucoup. Merci. Alors, X-Aid, ces aides à la vision, c'est génial, mais est-ce qu'il y a des espoirs de guérison dans le futur? Où en est la recherche? On a déjà fait un grand bond en avant depuis qu'on a les thérapeutiques anti-VEGF que l'on peut
prescrire, que l'on peut donner pour nos patients atteints d'AMLA exudative. Et ça a apparu dans les années 2005-2006. Ça a été une révolution puisqu'on est passé du stade de maladie incurable à maladie chronique. Ça, c'est déjà un progrès énorme. L'étape d'après, c'est quoi? Pour la DMLA exudative, l'étape d'après, c'est de lutter contre un phénomène qui s'appelle la fibrose, qui peut apparaître avec le temps, ou de lutter contre la concomitance avec une atrophie. Et là, sur la forme atrophique, la forme sèche, on n'a toujours pas de traitement. Il y a beaucoup de protocoles de recherche. On va dire que globalement, il y a 3 voies. Il y a la voie pharmacologique, des molécules, des médicaments. Pour la plupart en injection, certains sont imaginés en comprimés. Voie pharmacologique, première. Deuxième, la voie des cellules souches, des stem cells, que l'on peut obtenir d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs voies pour obtenir les cellules souches. Et la thérapie génique. Il y a d'autres voies qui sont palliatives, comme des implants, des puces bioniques que l'on met dans l'œil, qui permettent de distinguer un petit peu, en tout cas de sortir de l'obscurité. Voilà, ça c'est les grandes voies de recherche pour la forme atrophique. Mais le vrai progrès, il va venir quand? Le vrai progrès, il viendra lorsqu'on sera capable d'avoir des thérapeutiques préventives. Et là, on aura fait le bon final, le grand bond en avant, lorsqu'on sera capable de dire à quelqu'un qui a des facteurs de risque ou à un certain âge, chez qui on voit déjà des drusènes, là, on passe le cap de la thérapeutique préventive. Alors, qu'est-ce que c'est une thérapeutique préventive? C'est faire de la prévention ou alors c'est, dans une forme précoce, soigner? Vous avez raison. Il y a 3 types de prévention, d'après l'OMS. Il y a, premièrement, reconnaître les facteurs de risque, donc éliminer les facteurs de risque. On parlait d'alimentation, tabac. Hein. Deuxièmement, dépister précocement et donner avant même que la maladie vraiment s'installe. Et là, on est dans les thérapeutiques préventives. Nous, ce qu'on fait, c'est surtout de la prévention tertiaire. C'est, une fois que la maladie est là, minimiser les dégâts et faire en sorte à ce qu'elle ait le moins d'impact possible. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous, Eliane? Moi, j'aimerais bien savoir. Et la rétine artificielle? Voilà, ça fait partie des puces. C'est ça que vous appelez beaucoup, les puces? voilà, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Hein, on est très, très impliqués là-dessus. Ça, c'est très approprié pour des patients qui sont vraiment dans le noir, dans les rétinopathies pigmentaires ou certaines maladies où les patients sont vraiment dans le noir dès le départ, où ils vont retrouver de la luminosité, être capable de suivre des lignes blanches, de suivre un trottoir, de pouvoir retrouver une déambulation, même de lire quelques chiffres lorsqu'ils sont gros. Ouais. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Peut-être que ça s'améliorera et qu'on arrivera au stade de la Il y a un article qui vient de paraître là, dans Nature, qui est un article du professeur José Sahel. Ça concerne la rétinopathie. Il y a un parallèle entre les progrès qui seront faits sur la rétinopathie et la DMLA? Parallèle, oui. Parallèle, ça voudrait dire que les lignes se rejoignent jamais. Attention. Non. Il y a un papier récent sur l'optogénétique. Un très beau travail sur l'optogénétique. Bon, pour l'instant, c'est pour des patients qui sont dans le noir, hein, ou quasiment dans le noir, et qui vont retrouver de la lumière. Et c'est formidable, lorsqu'on est dans le noir, de retrouver de la lumière et de pouvoir voir des formes. Si c'est bien contrasté, on peut voir des chiffres ou des lettres. Bon. Et les travaux de la biotech GenSight, je sais que ça concerne avant tout une autre maladie de Lieber, etc. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir avancer sur la DMLA aussi, par exemple? Alors, ces projets de recherche avancent pas à pas. Pour l'instant, ils s'attaquent à des maladies graves. Ouais. On va parler de votre petit magazine que vous avez devant vous. C'est important. On le montre à la caméra parce que... Voilà. Oui. Parce qu'en fait, moi ça fait partie de mon circuit. Au début, j'étais allée au 15-20, mais je trouvais que le circuit était un peu anonyme, quoi. J'arrivais pas à... Et or, il y a un facteur important, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance et puis de se sentir... d'avoir prise en main complètement, quoi. Tout d'un coup, de s'abandonner au diagnostic du praticien qui est en face de vous. Et je pense que c'est très important de trouver ça au passage. Et donc, cette revue vous a aidé? Et cette revue m'a aidée parce que je me suis aperçue déjà qu'elle avait été à l'initiative de Créteil et que, en la regardant, ça donne un petit aperçu parce que forcément les professeurs n'ont pas le temps de vous expliquer, ils ont beaucoup trop de patients. Donc ça donne un aperçu des recherches qui est très très synthétique et très bien fait. 2 choses avant de finir cette émission. Est-ce qu'il y a des patients experts dans la DMLA? Oui. Enfin, au sein de l'association DMLA, il y a des patients qui sont maintenant bien formés pour répondre à des questions de journalistes, pour expliquer. Et sur notre site, créteilophthalmo.fr, on a des vidéos de patients qui expliquent, comme vous le faites très bien,
qui explique à d'autres patients. Parce que lorsqu'il y a le professeur qui explique « ça ne va pas vous faire mal, je vais vous faire une injection » et il y a une charge émotionnelle importante, lorsque c'est un patient qui explique à un patient, alors là oui, le message est entendu. Oui, puis il l'a bien vécu. D'ailleurs, il y a beaucoup de communication qui se fait dans l'antichambre de l'injection, en fait. Les patients, déjà... Qui parlent entre eux. Oui, on se parle entre nous parce que déjà on est sous la Charlotte, la représentation tombe complètement, les masques tombent, pas en ce moment, mais bon. Et en fait, les informations elles viennent de là en général, elles circulent bien de là. Puis vous vous apercevez que vous en êtes à la 2e injection, mais qu'il y en a, votre voisin il en a à la 70e, donc c'est encourageant quelque part parce qu'on se dit oui, on va vivre longtemps. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. On va retenir déjà une chose, c'est qu'on ne devient pas aveugle. Une deuxième chose, c'est que la recherche avance et qu'elle avance très vite, même si c'est jamais assez vite. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.